Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue. Vous nous retrouvez comme chaque mercredi soir pour votre débat économique de la semaine. Ce soir, notre débat porte sur le devenir de l'entreprise algérienne qui actuellement fait face à de grandes difficultés. Tous les voyants sont au rouge. Croissance négative, une production industrielle qui recule, une contraction dans toute la région de l'Afrique du Nord et en Algérie également. Et puis une récession mondiale, bien sûr, due à la pandémie. De quelle manière l'entreprise algérienne peut-elle remplir sa mission et devenir une source de croissance, une mission qui est très attendue en tout cas par le gouvernement? Comment peut-elle faire redémarrer une économie qui tourne au ralenti au moment où les revenus pétroliers diminuent? L'État va-t-il finalement miser sur l'entreprise? Et de quelle manière devrait-il le faire? Voilà le thème de notre débat. Et pour le faire, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bachir Tajdine. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président du GAN, le groupement algérien des acteurs du numérique. Tout à fait. Je reçois également M. Ali Harbi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes expert en stratégie de développement durable et gouvernance. Merci d'être avec nous. Et le plaisir également de recevoir M. Al-Medjid Ben Saoudi. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes expert en diversification de l'économie. Si je peux me permettre, sur ce titre, expert en diversification de l'économie, je ne sais pas ce que ça recouvre véritablement, mais personnellement, effectivement, j'ai une petite expérience sur cette problématique, mais l'expertise en diversification économique, il faudrait chercher beaucoup pour en trouver. Et vous n'êtes pas le seul à contester ce titre d'expert que nous, journalistes, apprécions particulièrement. On s'en excuse. Bon. Voilà donc pour le plateau de ce soir. Le gouvernement planche, vous le savez, vous l'avez suivi à travers l'actualité, actuellement sur un plan national de relance socio-économique. Un plan très attendu par les acteurs économiques notamment. Certains éléments de ce programme en gestation ont été révélés par le président de la République au cours du dernier Conseil des ministres. Regardez le compte-rendu de Karim Haïfa qui revient sur les éléments essentiels qui devraient advenir de ce plan. C'est un Conseil des ministres exceptionnel où ont été annoncées des mesures de grande importance pour la relance économique du pays. Certaines de ces décisions doivent être appliquées à court et moyen terme, et d'autres avec effet immédiat. Passant en revue l'ensemble des secteurs ayant exposé leur feuille de route, à savoir l'énergie, l'industrie, les mines et l'industrie pharmaceutique, le président de la République a d'abord instruit les ministres chacun pour ce qui concernait son secteur d'activité. Concernant le secteur de l'énergie, le chef de l'État a donné des instructions précises en faveur de la relance des activités de prospection des réserves non exploitées, ordonnant qu'au premier trimestre 2021, l'arrêt de toute importation de carburant et de produits de raffinage, le transfert de la réalisation de la ville de Hassim Saoud au ministère de l'Habitat. Il a également donné instruction pour qu'un audit profond soit engagé au niveau de son ATRAC pour une évaluation de son patrimoine et la réduction du nombre de ses représentations à l'étranger, ainsi que la diminution des postes de responsabilité qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l'entreprise. Concernant le secteur de l'industrie, le chef de l'État a ainsi instruit le ministre de l'Industrie à l'effet de libérer les cahiers des charges avant le 22 juillet prochain qui concernent le secteur de la construction automobile, la production d'électroménagers, la production de pièces détachées et l'importation de véhicules neufs, sans oublier de donner la priorité au secteur de la transformation et des start-up avec la mise en place dans les plus brefs délais d'un vrai guichet unique qui aura toute l'autorité pour engager et guider l'investissement au lieu et place des anciennes structures. Concernant le secteur des mines, le président de la République a réitéré ses instructions concernant l'exploitation optimale et transparente de toutes les potentialités minières dont dispose le pays, en insistant particulièrement sur la mise en exploitation dans les plus brefs délais de la mine de fer de Rajbilat, du gisement de zinc et plomb de Ouadamizour et la relance du projet de fabrication de produits phosphatés à Ouinat dans la wilaya de Tébessa. Concernant l'industrie pharmaceutique qui pourrait contribuer à l'horizon 2021 à économiser au trésor public près d'1 milliard de dollars d'importation de produits pharmaceutiques, le président de la République a donné instruction pour que soient placées avec effet immédiat toutes les unités de production pharmaceutique sous la tutelle du ministre de l'Industrie pharmaceutique et d'accélérer la mise en production des nouvelles unités dont le nombre est de 40.
Concernant le secteur des finances, dont le ministre de tutelle a annoncé que le pays pouvait injecter immédiatement pour la relance économique 1000 milliards de dinars et 10 milliards de dollars, le président de la République a donné des instructions à l'effet d'accélérer la réforme du système bancaire, d'accorder une attention toute particulière à la numérisation, de récupérer l'argent disponible dans le marché informel pour le réintégrer dans le circuit officiel et de récupérer dans les réserves d'or du pays les fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes et des saisies au niveau des ports et des aéroports pour les intégrer aux réserves nationales. Des mesures qui devraient faire économiser à l'Algérie près de 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année en cours. Voilà donc le compte rendu succinct des éléments qui sont rendus publics, des éléments qui devraient être détaillés évidemment dans le cadre d'un plan national de relance socio-économique. Avant de parler de la faisabilité de ce plan, de comment il pourrait se produire et se dérouler, faisons d'abord une description de la situation qui prévaut actuellement au niveau des entreprises. Les prévisions de la Banque mondiale annoncent une baisse de plus de 5% du PIB mondial pour 2020, avec une estimation de moins 6% pour ce qui est de l'Algérie. Alors, une question pour vous d'abord, Monsieur Tajdine Béchel, qui est chef d'entreprise. Comment ces chiffres, qui sont relativement abstraits pour le commun, pour nous tous, comment sont-ils ressentis au niveau du tissu d'entreprise? Très bien. Donc, en tant que président du groupement algérien des acteurs du numérique, je voudrais parler de mon secteur, donc des entreprises du numérique, d'accord? Donc, ces entreprises-là ont été fortement impactées par la crise, par une réaction de chaîne. Comment? Parce que leurs clients aussi ont été touchés, donc automatiquement il y a un recul de l'activité. Vous savez, les entreprises du secteur du numérique, même avant le Covid, il n'y avait pas le marché n'offrait pas de grandes perspectives. Avec le Covid, avec le paiement des salaires de 3 mois des employés, les entreprises du secteur du numérique aujourd'hui souffrent énormément. Il y en a même qui ont mis la clé sous le paillasson. Il y en a d'autres qui ont réduit leur personnel ou qui se sont mis en stand-by. Donc la relance économique, elle est très importante. Si dans 3-4 mois, il n'y a pas le retour de l'économie à son rythme, il y a fort à parier que ces entreprises-là vont jouer leur pérennité, leur survie. Voilà. Est-ce que vous avez une idée sur un pourcentage, au niveau du groupement en tout cas, que vous présidez? Alors, d'après le sondage qu'on a fait, alors vous avez presque 10% de nos entreprises qui sont à l'arrêt carrément. 60% sont en stand-by. Le reste, il essaye de travailler. Voilà. Alors, visiblement, les chiffres sont très mauvais pour la région du Maghreb, en tout cas l'Afrique du Nord. Selon toujours la Banque mondiale, le PIB est négatif, en tout cas, il est en 2020 négatif. C'est la croissance. La croissance. Plutôt la croissance, oui, la croissance, excusez-moi, du PIB. Vous suivez bien, Ali Harbi. Comment doit-on expliquer des chiffres aussi négatif? Est-ce que l'année 2019 n'a-t-elle pas aussi concouru à la situation dans laquelle nous sommes actuellement? C'est-à-dire qu'on a deux couches ici. Il y a une première couche qui est le fait que nous avions une tendance récessive dans la région déjà depuis 2018. Donc il ne faut pas oublier que de nombreux pays, donc pour parler de la région, donc de la Tunisie, c'est un pays qui a des problèmes structurels d'orientation de toute son économie depuis très longtemps. Le Maroc aussi a des difficultés bien avant. Donc il y a un contexte morose. La morosité dans la région, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est accentué maintenant par la crise du Covid-19 ou de la Covid-19, puisque c'est une maladie. Oui. Donc c'est au féminin qu'on utilise le terme. La Covid-19, pour des pays qui dépendent énormément du tourisme et de la sous-traitance internationale, donc Tunisie, Maroc, il est évident que la sous-traitance est à l'arrêt et le tourisme est à l'arrêt. Et donc automatiquement, voilà. Maintenant, pour nous, pour notre pays à nous, le facteur principal, si vous voulez, c'est que nous avons eu quand même une année de troubles politiques très marqués, qui a ralenti énormément l'activité 2019. En 2018, nous étions déjà en crise. Dans de nombreux secteurs, nous étions déjà en crise en 2018. Et le pire, évidemment, en 2020, c'est la conjonction chute donc brutale des prix du pétrole, à la fois parce qu'il y a une baisse de la demande
Mais en plus, il y a une guerre des prix qui s'est déclenchée donc, en fin d'année 2019. Et donc tout ça fait que nous sommes impactés très très durement et ça explique cette décroissance, disons. Parce que quand on parle de croissance négative, en fait, on parle d'une décroissance du PIB, donc on a une tendance à une baisse du produit intérieur brut. C'est tout à fait normal. Et la question, c'est que l'ensemble des paramètres fait que ce n'est pas quelque chose qui va se régler tout de suite. Bien sûr, on espère, on souhaite tous, et on prie tous pour qu'il y ait des retournements comme ça de situation qui font que les prix remontent du pétrole et tout. Mais un regard lucide, si vous voulez, un regard un peu froid, un peu objectif, nous allons dire que ce n'est pas demain la veille. Et donc les fondamentaux, si vous voulez, de conjoncture actuellement économique sont là. C'est-à-dire la conjoncture, elle est négative et défavorable. Monsieur Messaoudi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ali Harbi, une récession sur le long terme? Oui. Il y a effectivement à noter que nous étions déjà sur un train de décroissance. Au sens où déjà dès 2018, nous avions un PIB qui était ralenti pour diverses raisons. Je pense qu'il faut rappeler les mesures qui avaient été maladroites parfois, qui avaient été prises pour la gestion des importations et donc qui ont beaucoup perturbé les entreprises, en particulier privées. 2019, comme ça a été noté, effectivement, il y a eu cette période de troubles politiques qui s'est répercutée aussi sur l'activité des entreprises. Et avec ce qui vient de se produire, donc le confinement, il y a un arrêt des activités. On a dit simplement qu'on gardait les entreprises qui travaillent dans les activités dites essentielles, c'est-à-dire l'alimentation, la pharmacie. Sinon, toutes les autres étaient tenues de cesser d'activer. Donc, bon, évidemment, ça a un effet direct, mécanique, durant la période d'arrêt. Donc on a à peu près 3 mois entre, disons, 15 jours au mois de mars et puis le trimestre suivant, c'est quasiment tout le deuxième trimestre qui passe. Alors le problème n'est pas uniquement là, c'est-à-dire que partout à travers le monde, il y a eu des programmes extrêmement importants de soutien à l'entreprise qui ont permis aux entreprises de redémarrer, qui vont permettre aux entreprises de redémarrer après. Et donc les calculs qui sont faits habituellement, c'est de dire on va perdre un trimestre combien que ça pèse sur l'année, et donc ça donne à peu près une baisse d'activité, une baisse du PIB à la fin de l'année qui a été calculée de moins 6% par la Banque mondiale. Moi, avec des estimations un peu raisonnées, j'aboutis à des estimations similaires. Le problème, c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir redémarrer effectivement? Est-ce qu'elles ont, du souffle, elles ont des fonds de roulement, elles ont pu tenir face à ces difficultés durant 3 mois et elles peuvent redémarrer. C'est pas gagné, c'est-à-dire que s'il n'y a pas effectivement un plan de relance réel de soutien à l'entreprise, une bonne partie des entreprises qui sont en difficulté ne pourront pas redémarrer. Et donc on va pas les perdre simplement pour le mois, on ne va pas perdre simplement l'activité du trimestre, mais on va les perdre aussi les mois suivants. Est-ce qu'on aurait raison de dire que effectivement les 3 mois d'arrêt d'activité, ça a été très dur comme vous venez de l'expliquer, mais il y a aussi la conjoncture qui est vécue actuellement. Actuellement, nous sommes en train de connaître des pics de contamination par jour. Tout cela a un impact sur la société, sur la santé des Algériens, mais aussi sur la santé des entreprises. Est-ce que vous confirmez ou infirmez le fait que ça a du mal aussi à redémarrer aussi pour ça? Tout à fait. C'est difficile à redémarrer maintenant. L'économie n'arrive pas à retrouver son rythme. Aujourd'hui, l'entreprise algérienne souffre énormément du point de vue trésorerie. Alors, il n'y a pas d'accompagnement par l'État, donc c'est juste des reports de paiement de fiscalité, de parafiscalité. Ça ne peut pas aider, donc il y aura toujours quelque chose à payer. Il y a les charges salariales, il n'y a aucun accompagnement social aussi, donc c'est toujours dans la difficulté. Et il y a également le pouvoir d'achat qui était déjà érodé, mais
y a de fortes chances de s'éroder encore davantage. On n'a pas de chiffres, encore une fois, on a un chiffre sur l'inflation, mais c'est très difficile de dire aux Algériens le taux d'inflation actuel, vu que le ressenti est très différent. Encore une fois, je reviendrai sur les chiffres et les derniers indices donnés par la Banque mondiale. L'indice de revenus par pays, pour ce qui est de l'Algérie, il passe de la catégorie revenus intermédiaires supérieurs à celui de la catégorie revenus intermédiaires inférieurs. Oui. Comment peut-on expliquer ça, Ali Harbi, en quelques mots? Non, mais c'est très simple. Vous avez la source du revenu principal, c'est le revenu des recettes pétrolières. Oui. C'est une règle de 3 très facile après. Donc vous avez un pays qui a pour source principale de revenus la recette pétrolière. Si cette recette se divise par 2, ben vous dégringolez dans le classement des revenus par habitant. Après, parce que de toute façon, on divise sur une même population une partie essentielle du revenu qui va se diviser par 2. Et c'est normal qu'on ait cette dégradation. Mais je crois que ce n'est pas tellement cet indicateur-là, parce que c'est un indicateur de rating, c'est-à-dire pour dire ce pays-là, où est-ce qu'il se situe, etc. Moi, je crois que l'indicateur qui est relatif à la croissance est le plus important, le plus stratégique. C'est le fait que la croissance soit sur une courbe défavorable, il est plus critique pour nous. Maintenant, vous savez, le revenu moyen, qu'on calcule en global ou là par habitant, de toute façon, si on redémarre la machine, on va être repositionné sur un classement supérieur. Donc, en soi, ce n'est pas quelque chose de déterminant. En vérité, l'Algérie a été classée depuis 2009 à un niveau, donc, au niveau 2, c'est-à-dire moyen supérieur. Et là maintenant, cette année, on est revenu au niveau 3, auxquels sont alignés pratiquement tous les pays du Maghreb. On est au niveau... Nous étions dopés, dopés par les revenus pétroliers. Annuellement, il y a un réexamen. Au niveau de la Banque mondiale, on réexamine les indicateurs pour refaire les classements. Et donc, cette année, ça a été fait sur la base, évidemment, il y a un décalage. C'est sur l'année 2016 que ça a été pris. Donc, on est passé de 5 000 $, un peu plus de 5 000 $, par tête d'habitant. On est descendu à moins à 3 000 $, 3 000 et quelques. Donc on passe nécessairement à la case inférieure. Et donc durant ces 11 dernières années, enfin depuis 2009, donc 19 dernières années, on caracolait à des niveaux supérieurs, donc de 5 000. Quel impact cela a-t-il sur l'activité des entreprises ? Alors, sur l'activité des entreprises, il y a évidemment un impact parce que le pouvoir d'achat, en vérité, c'est des revenus qui se redistribuent d'une manière ou d'une autre dans l'économie. Donc, nécessairement, la baisse du revenu distribué va avoir un impact sur la santé financière des entreprises. C'est certain. C'est un élément d'analyse rapide, si vous voulez, pour dire que est-ce que ce pays-là, cette société, a la capacité de constituer un marché dynamique. Donc, effectivement, si très rapidement, je suis sur un pays classé à revenu intermédiaire supérieur, tout investisseur va se dire, ça c'est intéressant, ces gens-là, ils ont de l'argent, ils peuvent consommer. Oui. Donc, ça veut dire que ça vaut la peine de venir installer une affaire dans ce pays-là. Si ensuite on dit non, c'est revenu inférieur avec une tendance, disons, à la baisse, les gens vont dire, ça veut dire que les gens ont moins d'argent disponible. Oui. Et ça peut ralentir des flux d'investissement. Alors justement, par rapport à cette capacité, ce pouvoir d'achat en fait que vous décrivez, Ali Harbi, pour rentrer un petit peu dans notre sujet, un petit peu celui de ce plan de relance socio-économique qui est en préparation, est-ce que vous pensez que l'État va plutôt va pouvoir en tout cas juguler entre relancer l'économie et protéger, soutenir le pouvoir d'achat? En fait, je crois que dans le plan qui a été annoncé, il y a les deux. Et c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Il faut non seulement apporter un soutien, une assistance à beaucoup de couches sociales, en particulier les travailleurs journaliers, toutes les activités informelles, des gens qui vivent de l'activité commerciale ou artisanale ou diverses. Et c'est une bonne partie de la population, de l'emploi de la population active qui travaille sous cette forme-là. Il va falloir trouver des solutions pour les renflouer, bien évidemment, mais il faut aussi surtout s'occuper des entreprises. Les entreprises
je vous dis, une bonne partie des entreprises. Déjà que nous ne sommes pas bien lotis en termes d'entreprises. On a évalué, on a utilisé un ratio nombre d'entreprises par 100 000 habitants. Nous sommes parmi les pays qui avons le nombre d'entreprises le plus faible. Nous sommes à 22 entreprises pour 100 000 habitants, alors que dans la région, on nous dépasse de très très loin. Donc on a très peu d'entreprises. Bon, évidemment, si on pouvait intégrer l'informel, peut-être qu'on redresserait un peu la chose, mais il faut compter avec, il faut pouvoir, ce qui est très bien annoncé aujourd'hui dans ce plan, c'est qu'on doit intégrer l'informel, mais l'informel est plus perçu sur la captation de revenus que les banques devraient pouvoir mobiliser, plutôt que sur le renforcement des activités de type informel pour les soutenir et les lancer comme des entreprises. Ça, c'est un volet qu'il faut prendre en considération de façon très sérieuse. Oui, Ali Harbi. Oui, juste pour rebondir sur l'action de l'informel, je pense que le secteur informel, on l'estime à 60 milliards de dollars en Algérie, en tant que volume d'affaires total. Ce n'est pas de l'argent thésaurisé. Ce n'est pas de l'argent qui est dans les matelas, c'est de l'argent qui circule. En comptabilité, c'est ce qu'on appelle un actif circulant. Donc c'est de l'argent qui est déjà versé dans un business. Donc il est illusoire. Qui fait vivre des gens. Qui fait vivre des gens, il y a des activités, il y a des gens qui achètent, qui vendent, c'est des stocks, etc., c'est des marchandises et tout ça. Donc il est illusoire de penser ramener d'un point de vue financier cet argent-là d'une manière isolée de l'activité qu'il y a derrière. Et de dire on va faire rentrer de l'argent de l'informel. C'est une vue de l'esprit. Hein. C'est vraiment une vue de l'esprit. Ce serait une erreur d'aller dans cette piste-là par quelque dispositif que ce soit. Oui. Par contre, formaliser l'informel, c'est-à-dire créer des systèmes où on élargit l'assiette fiscale, on simplifie les choses et qu'on mette en confiance les gens, parce qu'il y a un grand problème de confiance. Oui. Il y a un problème qui est lié au crédit. Vous savez très bien qu'un des aspects de l'informel, c'est la dimension de l'accès au crédit. Donc les gens basculent dans l'informel parce qu'il y a des canaux de crédit aussi dans l'informel qui sont plus faciles. Et donc il y a toute une démarche qui fait qu'on devrait aller orienter tout ce qui est informel, donc formaliser, plutôt que d'essayer juste de, excusez-moi l'expression, de pomper l'argent de l'informel qui est une... En fait, en faire des acteurs économiques. En faire des acteurs économiques. Majid de Msaoudi. Et pour compléter ce que disait Majid à l'instant, le plan de relance doit comporter un plan de sauvegarde. Mon ami Dugan est plus outillé pour en parler que moi, mais je pense que le plan de sauvegarde, c'est-à-dire d'une manière claire, explicite de l'entreprise, il est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent. Il faut injecter de l'argent dans le circuit économique sous forme de crédit, un dispositif élargi de crédit avec des dispositifs de garantie qui vont avec, de garantie financière, je veux dire, qui vont avec, parce que même si vous relancez l'économie, par exemple, par la commande publique, on va prendre un exemple. Vous faites une consultation ou un appel d'offres, vous dites aux gens, venez travailler. L'entreprise, elle est immobilisée, elle ne peut même pas soumissionner. Les gens, ils sont sur la jante. Il ne va pas soumissionner, il ne va pas prendre le risque de s'engager sur un nouveau marché. Pourtant, parmi les premières revendications, en tout cas au niveau du patronat, c'est celle que l'État puisse honorer ses engagements par rapport au marché. Il y a énormément actuellement d'entreprises sur le passif, sur des marchés qui sont, sachant que l'État est aussi grand pourvoyeur de comptes. Je voudrais relativiser un peu la question de la relation entre les banques et le secteur informel. Évidemment, il ne faut pas espérer drainer en actifs, disons, pour des dépôts à terme ou à long terme, et même pour des dépôts sur une longue période ou de petite période, de l'argent qui serait thésaurisé au niveau de l'informel. Il peut y en avoir, mais ce n'est probablement pas des masses, c'est de l'argent qui circule. Par contre, l'intégration de ces activités qui sont dans l'informel, parce que le vrai marché, en vérité, il est là. C'est un marché, il fonctionne avec les règles du marché, de l'offre et de la demande, etc. On s'en rend compte. Et ce que les entreprises, les banques devraient pouvoir faire, c'est de capter cet argent dans la perspective d'en faire des comptes courants avec liquidité. Mais la tentative a été amorcée avec les 7%. Avec justement, non, mais c'est pas pour les placer. C'est pour bancariser, vous voulez dire? Pour les bancariser. Oui. Pour bancariser, pour au contraire mieux fluidifier les relations commerciales et les relations d'échange et les relations monétaires. Par exemple,
une des méthodes qui a été utilisée dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est la monétique à partir du téléphone. Oui. Ça a eu un succès incroyable et ça a permis de bancariser quasiment tout le monde dans les activités informelles sans rentrer dans les circuits formels. Et donc il faut pouvoir proposer des services bancaires qui répondent avec autant de souplesse que l'informel dispose actuellement. Que le fonctionnement du... Actuellement, ils ont des souplesses avec de l'argent qui est de l'argent des fiduciaires, cash. Ils arrivent à organiser une souplesse que les systèmes bancaires ne font pas. Oui. Alors, maintenant, il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire proposer des formules, disons, de services financiers et d'accompagnement aux échanges qui soient plus performants que ce que réalise aujourd'hui le secteur informel. Et nous avons un acteur du numérique qui a sûrement des choses à dire à ce sujet-là, c'est-à-dire l'apport du numérique pour capter, comme disait M. Saoudi, moi, je voudrais rebondir sur les marchés publics. Les marchés publics, alors, les acteurs du numérique ont besoin de la commande publique. Ils ne peuvent pas vivre uniquement de la commande du privé, d'accord? Cependant, il y a un problème dans le Code des marchés publics. Le Code des marchés publics prévoit un taux de préférence de 25% pour les sociétés, pour le produit algérien ou société algérienne. Je ne sais pas comment il arrive à appliquer ça, mais notre problème, où est-ce qu'il est? Il est à l'intérieur du cahier de charge lui-même. Vous avez un avis d'appel d'offres. Il est émis par une société nationale pour la commande publique. À l'intérieur de ce cahier de charge, vous avez des conditions draconiennes auxquelles une entreprise algérienne ne peut pas répondre. Je vous donne un exemple. Je vais pas citer de nom, mais je vais vous donner un exemple. Alors, une entreprise importante, une EPE, a lancé un avis d'appel d'offres pour l'acquisition d'un ERP. Un ERP, pour les téléspectateurs, c'est un ensemble de logiciels qui gère tous les process d'une entreprise. Un ERP nécessite un minimum de 12 mois pour être intégré dans l'entreprise. Alors, parmi les conditions qui sont citées à l'intérieur, c'est que celui qui doit soumissionner doit avoir réalisé 10 cahier de charge comme celui-là. Quelle entreprise algérienne pourra faire ça? Est-ce que l'État a demandé 10 fois de suite d'avoir un ERP? Alors en plus, une entreprise avec le secteur d'activité pareil, avec la taille pareille, en Algérie, il n'y en a pas 3. Donc comment pourrait-on, en tant qu'entreprise algérienne dans le secteur numérique, avoir réalisé 10? Donc on voit que ce n'est pas le code des marchés qui bloque, mais c'est les clauses qui sont à l'intérieur de l'avis d'appel d'offres. Disons-le clairement, est-ce que ce n'est pas parfois des appels d'offres qui sont de complaisance, avec certains acteurs qui sont, on va dire, taillés comme des costumes, qui n'iront qu'à, parce que ce n'est pas que dans le domaine du numérique, on voit ça également dans le domaine du bâtiment, dans beaucoup de secteurs où les entreprises nationales ne peuvent pas, en fait, Justement, il y a beaucoup de marchés qui sont... Nous avons par exemple eu déjà un avis d'appel d'offres qui vous dit la réalisation d'un logiciel qui fait tel, la livraison dans 7 jours. Il faut une baguette magique pour réaliser ça. Ça veut dire que ce cahier de charge a été déjà fait pour quelqu'un qui a déjà fait le travail. Et pour régulariser parfois. Pour régulariser, on fait un cahier de charge. Et en plus, on nous fait payer un cahier de charge. Ça se paye. Évidemment. Et on ne vous dit pas les conditions draconiennes qu'il y a avant d'acquérir le cahier de charge. Donc vous devez payer 30 000, 50 000 dinars. Vous allez lire, par exemple, les cautions de soumission. Une entreprise algérienne qui va réaliser un marché, une entreprise dans le numérique qui va réaliser un marché de 30 millions de dinars, on lui demande une caution de soumission de plus de 1%. C'est important pour une... Elle ne pourra pas le faire. Ce sont des éléments de détail qui font la vie des sociétés et qui font aussi leurs difficultés. Justement, on est en train de parler de la difficulté que ressentent aujourd'hui les entreprises. Et vous parliez tout à l'heure d'injecter ou d'aider l'économie. Justement, le ministre des Finances a évoqué cet aspect, en tout cas dans le cadre de ce Conseil des ministres. Il a dit que l'État était capable, il ne va pas le faire, il a dit qu'il était capable d'injecter un montant important, 1 000 milliards de dinars et 10 milliards de dollars, injecter cette somme dans l'économie, que c'était possible. Alors, une question simple, selon vous, pourquoi jusque maintenant ça n'a pas été engagé, cette aide, cette injection? Est-ce que c'est parce que l'État ne dispose pas de cet argent ou bien est-ce qu'il y a une maturation, une réflexion qui est en train de se faire?
Alors, bon, on n'a pas tous les éléments, évidemment, du plan. Pour l'instant, on n'a que quelques points de repère, dont ce que vous dites, évidemment. Mais moi, j'ai cru comprendre que les 10 milliards de dollars, ce sont des dollars qui auraient été économisés dans le cadre de l'activité normale. C'est-à-dire que sur la balance des paiements, on a des services qu'on avait l'habitude de... On a jusqu'à 7 milliards, par exemple, pour Sonatrach, de services à l'entreprise. Importés. Donc il y a un certain nombre de postes qui ont été repérés, sur lesquels l'État compte agir pour carrément les éliminer, les supprimer ou les réduire. Et donc il y a des économies ainsi, donc des sorties en moins, des sorties en moins de devises qui vont être économisées, pour lesquelles donc on aura préservé les réserves. Parce qu'il faut dire que les déficits de la balance courante aujourd'hui sont comblés par les réserves. Nous sommes à 44 milliards de dollars à peine, bon, et quotidiennement cela baisse. Donc c'est de l'argent qui seront disponibles pour autre chose. Voilà. Donc, ce sont des économies effectivement que l'État entend faire, et il prévoit de faire des économies qui devraient représenter 20 à 21 milliards de dollars à la fin de l'année. Ali Habib, est-ce que vous pensez que les outils qui sont en train d'être trouvés vont permettre d'injecter une telle somme? Je ne peux pas, disons, tant qu'on n'a pas les détails, on ne peut pas se prononcer, évidemment, ce ne serait pas sérieux. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que oui, il y a matière à faire des économies. Il y a matière à faire. Il y a déjà deux grands piliers sur les économies qui sont réalisables. Un, c'est qu'il y a le géant Sonatrach, mais aussi Algérie Télécom, mais aussi Sonelgaz, qui sortait beaucoup d'argent. Donc c'est lié au fait à la demande d'audit aussi. Donc, oui, à Sonatrach qui va être audité dans le cadre de ce plan. C'est qu'il y a beaucoup d'économies, et le fait que ce soit le président qui en parle, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qui est ruminé, je dirais, qui est trituré au niveau des institutions de l'État. Il y a de la marge à ce niveau-là. Le deuxième élément, il est dans le secteur du bâtiment. Vous savez que on a eu une frénésie ces derniers temps d'accorder beaucoup de marchés à des entreprises étrangères, alors que la ressource locale, elle existe. Et donc, à part les grands bâtiments, je dirais, en grande hauteur, ou bien qui nécessitent des technologies spécifiques, donc de construction, ou bien des délais très raccourcis pour différentes raisons, mais 80% du parc logement à construire et du bâtiment à construire pourrait se faire avec de la ressource locale. Donc ça, c'est du dinar-dinar. Et donc, c'est beaucoup moins de sorties en devises aussi. Oui. Et le troisième élément, c'est le recours plus important à la ressource locale. On parlait des services, bien sûr, des services locaux, donc notamment dans le domaine du numérique, mais c'est aussi de se recentrer aussi sur les matières premières locales, dans l'activité industrielle. Donc, on voit bien qu'en faisant la somme, il y a matière à économiser. Mais je ne pourrais pas vous dire si c'est 20 ou 15, ou ça, il faut qu'on rentre. C'est l'avenir qui nous dira. Il faut rentrer dans les détails, qu'on nous communique des chiffres. Pour le moment, on n'a pas tous les éléments. Mais matière à économie, oui, il y a matière à économie. Par contre, ce que je voudrais rajouter rapidement, c'est que oui, pour 2020, je peux comprendre qu'on aille sur cibler une vingtaine de milliards de dollars, dont 10 pourraient être réinjectés, c'est très bien. Mais à l'échelle d'un plan de relance, c'est rien du tout ça. C'est pas ça un plan de relance. Donc si on parle d'un plan de relance sur 5-10 ans, parce qu'il faut regarder les choses dans les yeux. Les 21 milliards, c'est du court terme. Hein, c'est une économie, ça ne veut pas dire que ça va être réinjecté. Parce qu'il faut tenir compte de la baisse de recettes de l'autre côté. Oui. Donc d'abord, il y a une partie d'économie pour contrebalancer une baisse de recettes. Ensuite, il y a la deuxième ligne d'économie qui génère du quasi-cash, quasiment du cash, qui peut être réinjecté. Et c'est pas, donc si on économise 20, c'est pour pouvoir réinjecter 10. Oui. Vous voyez, c'est pas tout de suite 20 qui vont être réinjectés. Oui. Mais mais j'ai dit juste un mot, un plan de relance doit être beaucoup plus ambitieux que ça. Donc il y a d'autres ressources financières à trouver, et notamment à travers la ressource locale, dinar, donc emprunt interne et tout ça, à travers le financement non conventionnel, et à travers les IDE et l'endettement externe. Parce que là aussi, il faut casser les tabous, il faut regarder les choses en face. On a besoin... Pour des projets d'investissement, notamment. Oui. On ne parle pas de financement du fonctionnement. On est tous d'accord de ne pas financer le fonctionnement de l'État par la dette. Personne ne voudra, de toute façon, nous financer notre déficit. Vous savez, les gens, ils viennent avec une checklist, ils vous disent, vous voulez qu'on vous finance, faites ça, c'est amer. Hein. Oui. Donc, on ne parle pas de ça. On parle de financer des projets.
économique. Et je crois que là, il faut regarder maintenant avec un autre regard notre rapport à la finance internationale pour qu'on se donne des ambitions sérieuses et qu'on puisse financer des plans vraiment sérieux à l'échelle de ce pays. Abdelmajid Messoudi. Moi, je pense qu'un plan de relance, c'est d'abord une mobilisation générale des acteurs de l'économie et une mobilisation des ressources du sol et du sous-sol et des ressources financières nécessaires pour pouvoir relancer l'économie. Disons, il faudrait construire une vision nécessairement qui soit mobilisatrice. Si vous n'avez pas cette vision dans un futur à moyen terme de développement avec un déroulement qui est suffisamment convaincant, vous ne pourrez pas mobiliser les gens, ni à l'intérieur, ni encore moins à l'extérieur. Donc il faut pour pouvoir mobiliser, en vérité, il faut revenir un peu sur quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous sommes sur une démarche plutôt de type préservant ce que nous avons. C'est-à-dire que nous avions eu une crise dans les années en 84, à cette époque-là, nous avons eu l'expérience du pass. Voilà, cette expérience, elle nous joue de mauvais tours. Elle nous joue de mauvais tours parce que nous avions souffert essentiellement des emprunts qui avaient été faits de façon abusive à cette époque-là, et on était pris à la gorge par les nécessaires remboursements qu'on devait faire à ce moment-là. Et quand on regarde bien cette période, on s'était ajusté du point de vue de la balance courante. On avait un ajustement parfait, c'est-à-dire qu'on importait juste ce que nous pouvions commercialiser. Par contre, on était pris à la gorge sur des remboursements à faire. Donc, un peu par réaction à cette période qui était vécue très difficilement, on se refuse absolument à entrevoir de l'endettement aujourd'hui. Or, le problème, c'est que nous ne pourrons pas engager de véritables plans de développement si on n'a pas recours au financement extérieur, pour diverses raisons. D'abord, évidemment, pour avoir la technologie, il faut pouvoir mobiliser le savoir-faire étranger. Les savoir-faire étrangers. Puis, pour pouvoir exporter à la limite Garage Billet ou d'autres minerais, enfin, tout ce qu'on peut faire dans les mines. Et si en plus on veut développer des chaînes de valeur en interne qui valoriseraient ces ressources naturelles pour les exporter de façon valorisée, etc. Il faudrait un plan soutenu, mais il faudrait avoir avec soi les champions qui sont sachant que c'est un domaine qui est monopolisé par certains opérateurs au niveau mondial, pour obtenir des marchés, notamment sur la chaîne de réseau de distribution, notamment. De distribution, mais aussi pour se faire des créneaux au niveau mondial, sur l'économie mondiale. Mais le plan ne dit pas qu'il ne va pas y avoir d'idées, bien au contraire. Mais pour l'instant, vous dites que ce genre de plan ou de programme, en tout cas, ne serait-ce que pour le domaine minier, cela nécessite des financements externes, c'est ce que vous voulez dire? Nécessairement. Enfin bon, il y a certainement un certain nombre d'activités qui peuvent être menées en interne, c'est clair, mais dans beaucoup d'autres, il va falloir de l'expertise internationale. Oui. Non, moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas tant simplement ça, c'est cette idée de mobiliser les acteurs. Il y a quelque chose qui a été annoncé dans le communiqué du gouvernement, disant que le projet va être soumis aux acteurs. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut pouvoir dérouler une méthodologie qui aboutisse à se sentir partie prenante. Comment construire toute une méthodologie qui ne consiste pas simplement à remettre des documents et à attendre le retour. Il faut pouvoir organiser. L'État a une responsabilité aussi économique vis-à-vis des différents marchés, d'organiser les professions ou au moins les laisser s'organiser pour créer, disons, des comités de filière et puis pour réfléchir à des stratégies en interne et apporter des propositions. Le développement, ce n'est pas l'État qui le réalise.
le développement du point de vue de la croissance économique, ce sont les entreprises elles-mêmes. Si les entreprises ne sont pas impliquées en amont et en aval, c'est-à-dire qu'il faut déjà dans la conception même du programme, l'État peut donner des grandes orientations comme il vient de le faire, mais il faudrait pouvoir ensuite alimenter cela par une multitude d'autres combinaisons, d'arrangements, de détails qu'on perd de vue quand on est dans une administration. Oui. Alors justement, par rapport aux filières et par rapport au secteur, lorsqu'on parle d'un plan stratégique sur le court et le moyen terme, un certain nombre de filières sont ciblées, en tout cas celui de la connaissance est une filière ou un secteur d'activité qui revient souvent et sur lequel l'État compte miser. Est-ce que vous, en tant qu'acteur du numérique, vous ressentez que vous avez cette place, en tout cas, importante? Bien sûr. Alors, je voudrais juste ajouter qu'un plan de relance économique, il doit s'appuyer sur le numérique. Ça, c'est important parce que le Covid-19 ou la Covid-19 a révélé que nous ne sommes pas, notre société, notre économie n'est pas préparée pour utiliser les outils numériques pour être résiliente. Alors, on va aller sur le secteur du numérique. Le secteur du numérique, il suffit de faire juste des changements sur les lois. Aucun investissement pécunier pour faire rentrer de l'argent, pour faire de l'emploi à nos ingénieurs. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, on dit que la Chine, c'est l'usine du monde et l'Inde, c'est son département informatique. Pourquoi? Parce que l'Inde, c'est le champion du monde de l'exportation des services informatiques. Alors, aujourd'hui, ce secteur, il emploie 4 millions d'ingénieurs et il génère en termes de chiffre d'affaires, tenez-vous bien, 123 milliards d'euros par an. C'est énorme, c'est énorme. C'est un travail qui a commencé en 1999 avec comme ambition autour de 60 millions de dollars, mais ils ont travaillé, c'est un travail de longue haleine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont réussi? Alors, l'Inde a investi sur la formation de ses ingénieurs, sur la certification de ses ingénieurs. Alors dans le secteur du numérique, je vais vous expliquer la certification. Il y a le diplôme universitaire qui est délivré par l'université et il y a la certification de l'éditeur qui est délivrée par les centres d'examen qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et dans le monde occidental, la certification sur une technologie, elle est plus importante que le diplôme universitaire parce que ça vous donne que vous maîtrisez cette technologie. Oui. Donc l'Inde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé, il a certifié ses ingénieurs, puis il a lancé une grande campagne marketing sur le monde entier pour attirer les sociétés. Vous voulez dire que c'est ce genre en fait de ligne directrice, de jalon que devrait je vais vous proposer quelque chose de formidable. Alors, nous, l'Algérie est à 1 heure de l'Europe, sur le même faisceau horaire. On parle français, on parle l'anglais mieux que les Indiens, d'accord? Alors, si on arrive à changer les règles de change de la Banque d'Algérie pour pouvoir accepter de l'argent, pour pouvoir que cet ingénieur qui va faire une prestation de service pour une société en France ou en Angleterre ou aux États-Unis puisse recevoir de l'argent, puisse être payé, et s'être payé sur son compte de devise en Algérie sans bouger de l'Algérie. Alors imaginez que vous savez, l'ingénieur indien, il est entre 90 $ et 120 $ jour, d'accord? Le Tunisien et le Marocain, ils sont à 120 $ en moyenne, d'accord? Si on se positionne à 100 $ jour seulement, d'accord? Et on va prendre pour la première année 10 000 ingénieurs qu'on va faire travailler pendant 150 jours seulement l'année, d'accord? Vous savez combien on va faire rentrer de chiffre d'affaires? 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. En changeant juste une règle au niveau de la Banque d'Algérie. Les gens touchent ça en euros. En euros. C'est tout. Laissez-moi toucher mon euro. Prenez vos impôts. Bien sûr, à la source. À la source, exactement. Et laissez les gens travailler. Et laissez les gens travailler. Il faut juste laisser les gens travailler. Complément. Vous avez un bémol là? Oui, un petit complément. Rapidement. C'est que l'Inde, par exemple, qui était la première communauté à la Silicon Valley en termes de chercheurs, a pu rapatrier cette communauté, cette diaspora.
On a pu les rapatrier. Aujourd'hui, effectivement, l'Inde est en premier du point de vue de l'innovation, du point de vue des services technologiques numériques, etc. Nous sommes, après le départ de la communauté indienne et de la communauté pakistanaise, aujourd'hui, les Algériens sont en première ligne dans la Silicon Valley. Il y a des chiffres qui ont été ici et là, quelques 300 ingénieurs de haute qui sont là-bas. Alors je me dis, pourquoi nous ne parvenons pas à intéresser ces chercheurs alors que nous savons très bien faire pour mobiliser des joueurs de football dans une équipe nationale de football qui réussit, qui gagne. On les fait venir d'un peu partout, on arrive à le faire. On devrait pouvoir trouver les mêmes outils et pouvoir mobiliser, sans nécessairement les faire venir définitivement, mais trouver un moyen de les faire venir et de les faire travailler sur des projets, comme on a pu faire travailler des joueurs de football d'équipes dispersées dans une équipe nationale. On pourrait créer autant d'équipes que de secteurs technologiques. D'équipes d'ingénieurs qui, au lieu de jouer avec leurs pieds, ils vont jouer avec leur tête et rapporter beaucoup d'argent. Il nous reste environ 15 minutes, me dit-on, et je voudrais qu'on élucide, pour les gens qui nous suivent, cette fameuse question de filière et d'avantages comparatifs. Alors, ce que vous venez de dire, M. Tadjine, effectivement, ça a l'air tellement simple et avec très peu on peut rapporter gros. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie doit aller vers un choix en termes de ligne directrice de sa stratégie? Est-ce qu'elle doit choisir de booster telle ou telle filière, tel ou tel secteur, plutôt que d'autres? Est-ce qu'elle peut miser sur tout? Voilà. Allez-y, allez Harbi. Moi, je pense que oui, on peut miser sur tout. C'est une erreur de créer une classification de filières en parlant de filières stratégiques. Ça veut dire qu'il y aurait des filières qui ne seraient pas stratégiques. Je n'en vois pas. Il y a une confusion qui est en train de se passer dans le discours public entre filières stratégiques et filières de souveraineté. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Les filières de souveraineté, évidemment, l'armement, le transport d'électricité, les pipelines et tout ça. C'est ce qu'on appelle hydrocarbures aussi. Le transport des hydrocarbures seulement. Oui. Il y a ce qu'on appelle des secteurs de souveraineté. Ensuite, le reste, en Algérie, tout est à faire, donc tout est stratégique. La question qui se pose, c'est le comment. Pour l'État, ce n'est pas le cas. Hein? Oui, mais je donne mon avis. C'est-à-dire que cette notion même de priorisation de certaines filières, à mon avis, est une erreur stratégique. Oui. Il faut mettre les différentes filières sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de filière plus importante que d'autres. Par contre, ce qu'il faut changer, c'est la manière de faire. C'est la manière de faire, c'est-à-dire que la manière de développer. Et je voudrais juste citer quelques points clés donc, sur le changement de cap qui s'applique à chaque filière. C'est pour ça qu'il faut aussi. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'alignement des chaînes de valeur sur la valeur locale, c'est-à-dire sur le produit local. C'est-à-dire que tant qu'on a laissé faire pendant toutes les années qui ont passé, se construire des filières sur l'importation de la matière première ou du demi-produit. En fait, on n'a pas rendu service à ces filières-là. Elles sont au même stade qu'il y a 20 ou 30 ans. Même dépendance, même problématique de trésorerie. On ramène de lait, on rajoute de l'eau et on fait du lait. On ramène un escadé, encore faut-il qu'il soit un peu démonté, et on dit qu'on est en train de faire des frigos. Très peu d'échelles de valeur ont été créées. Alors que si on essayait, d'abord, première chose à faire, c'est de réaligner les chaînes de valeur sur du produit local. Ça, c'est un premier élément. Donc partir de la matière brute, c'est ce que vous voulez dire? Soit de la matière brute, soit d'éléments semi-finis, mais fabriqués localement. Donc c'est une remontée dans la chaîne de valeur, une remontée dans la filière. Ça, c'est une orientation stratégique qui s'applique à chaque filière. Le deuxième élément important, c'est un choix radical de s'orienter vers l'économie verte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte et dans un environnement où l'exigence première, c'est l'empreinte écologique du produit et la qualité alimentaire. On n'en parle jamais en Algérie, ça c'est un aspect Alors qui est complètement... que notre premier marché naturel, qui est l'Europe, ne parle que de ça. Donc, vous avez un marché qui est là, vous avez une autoroute, qui est en train de vous dire envoyez-nous des produits alimentaires bio, envoyez-nous des produits du terroir, envoyez-nous, comment on appelle ça, des produits certifiés écologiques, c'est-à-dire soit en termes d'empreinte carbone ou de consommation d'eau, etc. Le message il est très clair du côté de l'Europe et la réglementation européenne. À partir de 2021, elle est claire. Les produits qui ne sont pas performants sur ce point-là, ils ne rentrent pas. Donc le message est clair.
Nous, on s'entête à ne pas écouter ce message-là et à essayer de faire des choses comme l'ont fait les Chinois dans les années 60 et 70. On veut obligatoirement reprendre le chemin du produit polluant, etc., etc. Non, vous avez un tournant et vous avez une autoroute d'opportunité qui est ouverte, c'est l'économie verte. Oui. Et je vais vous donner un exemple. Juste, à partir de 2021, tous les bâtiments européens doivent être neutres en carbone. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le net zéro. Le net zéro, c'est-à-dire que l'émission de carbone doit être totalement compensée. Est-ce que c'est un marché sur lequel on pourrait être concurrentiel en Europe? Alors regardez, première chose. Faut-il le pouvoir le pratiquer en Algérie? Le double vitrage, on peut le faire. Le panneau solaire, on peut le faire. Les éléments d'isolation, on peut les faire. Ça, nous sommes le premier fournisseur naturel de l'Europe pour ces produits-là. Oui. Nous sommes très très bien placés. Oui. Nous sommes mieux que les Marocains, mieux que les Tunisiens, mieux que les Égyptiens. Ne ratons pas le tournant. Donc les fenêtres d'opportunité, ce n'est pas de dire je vais faire telle filière et pas l'autre. C'est de modifier radicalement la manière de développer les filières elles-mêmes. Et là, malheureusement, on n'y est pas. Oui, en vérité, il faut travailler sur les deux aspects. Il y a évidemment dans l'immédiat des avantages comparatifs que nous avons sur la base de ressources qui sont disponibles, qui n'existent pas ailleurs. Nous avons du pétrole et du gaz qu'il ne faut pas négliger. Nous avons des ressources minières qu'il faut extraire et qu'il faut transformer et valoriser. Nous avons une jeunesse qui ne demande qu'à travailler. Il y a un certain nombre d'industries qui sont déjà dans un niveau de performance, la pharmacie. Dans l'automobile, il y a des choses à faire, pas comme ça a été fait jusqu'ici. Moi, je pense que si on remontait un peu en amont pour développer tout ce qui est, disons, pondérable, c'est-à-dire la tôlerie, le vitrage, tout ce qui est, disons, lourd. Et à ce moment-là, nous pourrions attirer par eux-mêmes les constructeurs qui seraient intéressés à venir s'installer ici parce qu'ils disposeraient d'un avantage qu'on aurait de la sidérurgie ou de la plasturgie, etc. Alors la combinaison de ces ressources peut donner un certain nombre de moyens de développer des chaînes de valeur qui peuvent être porteuses non seulement de création d'entreprises, de création de valeur, mais de création d'emplois en chaîne. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec de la pétrochimie. Avec la pétrochimie, on peut alimenter l'ensemble des secteurs, à partir évidemment de la chimie, la pharmacie, les engrais, on peut mais encore une fois, pour pouvoir lancer tous ces chantiers, il faut avoir des sources de financement, hein, encore une fois. Ce qu'on disait. Voilà, donc les grands projets, il va falloir évidemment négocier, mais il faut savoir bien négocier. L'idée, c'est de ne pas emprunter pour consommer, il faut emprunter sur des projets qui sont rentables et qu'on peut faire fructifier. L'intéressant dans ce domaine-là, c'est que lorsque vous investissez dans la pétrochimie, imaginons une dizaine d'unités pétrochimiques de haute dimension, mais qui visent non pas le marché local, mais qui vise le marché régional, le marché international. Chaque usine peut déjà coûter quelque chose comme 1 milliard, 1,5 milliard, voire 2 milliards de dollars. Vous avez un programme comme ça avec un ensemble d'autres entreprises et d'autres créneaux qui vont se développer en aval. Oui. Vous allez avoir de la production à moyen terme, dans 4-5 ans, qui sortira, qui ramènera des exportations. Et entre-temps, vous avez des flux de devises qui vont nous permettre de compenser notre balance des paiements. Et donc, on pourra préserver ainsi nos réserves et travailler avec ce flux d'argent qui arrive, sachant que les remboursements vont se faire par l'activité elle-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit l'État qui soit engagé dans des projets où elle engage des bénéfices à faire. Non, il faut laisser les acteurs. Il faut que la machine économique fonctionne par elle-même. Une dernière question pour vous, messieurs, tous les trois, assez rapidement, si c'est possible. Ce plan de relance socio-économique qui va prochainement être rendu public implique fatalement les acteurs économiques. Comment voyez-vous, vous, en tant qu'acteur économique, la démarche d'impliquer ou pas les entreprises dans l'édification de ce plan? Est-ce que c'est quelque chose que vous aurez souhaité qu'il se fasse, c'est-à-dire être impliqué dans la prise de décision ou la consultation dans le cadre de ce plan? Alors, on constate avec les deux nouveaux gouvernements
qui sont en train de nous solliciter en tant que numérique, en tant que groupement algérien des acteurs du numérique, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas faire des lois pour des entreprises dans un secteur du numérique qui lui-même est diversifié. Vous savez, le numérique, ce n'est pas une seule filière. Oui. Quand vous parlez, par exemple, de la boisson, c'est une seule filière, c'est clair, vous avez une bouteille remplisseuse, du sucre, etc. Le numérique, vous avez énormément à l'intérieur du numérique beaucoup de secteurs, tels que l'hébergement, l'édition de logiciels, l'IoT, l'intelligence artificielle. Et l'ensemble de ces acteurs donc, ont été consultés, vous voulez dire? Alors, le problème, c'est qu'on doit consulter ces acteurs, même nous en tant que GAN, on doit consulter les acteurs, par exemple, s'il y a quelque chose pour l'hébergement, on doit consulter les gens qui travaillent dans l'hébergement. S'il y a quelque chose qui concerne l'édition de logiciels, on doit consulter, parce que c'est eux qui connaissent. Oui, et nous croyons que uniquement les acteurs du numérique, c'est eux qui doivent proposer les solutions à leurs problèmes. Ni un député, ni un ministre ne pourrait légiférer sur une loi pour ces gens-là s'ils ne connaissent pas leurs problèmes. D'accord? Là, nous assistons à déjà, nous sommes consultés, c'est très bien. D'accord? Pour la relance économique, pas encore. Je ne sais pas si on va être consulté pour le plan de relance économique, mais ce que je peux dire, c'est que si on doit faire la relance économique et le problème de la Covid va s'étendre encore, c'est que nous devons aussi s'appuyer sur le numérique pour assurer la distanciation sociale. Parce que regardez, le premier trimestre seulement de l'année 2020 a fait doubler le nombre de transactions en ligne par rapport à 2019. Ça veut dire l'Algérien est resté chez lui, il a fait des paiements en ligne chez lui. Oui, d'accord? Donc on doit soutenir le commerce électronique, on doit soutenir le paiement en ligne, on doit soutenir la livraison. Ça permet d'avoir une société qui reste en production, qui peut livrer, qui est résiliente. Que ce ne soit pas de bons chiffres conjoncturels uniquement propres à la période de la Covid. Le service administratif, on doit digitaliser l'État pour qu'on puisse avoir un service administratif. Il nous reste que juste quelques minutes pour écouter nos deux autres invités. Ali Harbi, ce plan doit être aussi accepté et aussi appliqué à la hauteur de ce que souhaite faire le gouvernement, notamment au niveau de l'administration, au niveau des entreprises. Comment selon vous, cela devrait-il se faire pour que ça puisse aboutir? Moi, je pense qu'il y a un problème de cadre de gouvernance ici qui doit se mettre en place, qu'on appelle une plateforme de gouvernance, au sens où des dialogues, on en a déjà eu. Des tripartites, on en a déjà eu. Sous le gouvernement Sellel, on a eu des tas de rencontres. Même le premier trimestre, on devait avoir les assises de l'industrie. Bon, à cause de la Covid, ça ne s'est pas passé. Donc, le fait qu'on fait des demi-mesures, genre venez, on va vous écouter, après on fait ce qu'on veut, il faut que ça change. Donc, la gouvernance, c'est de pouvoir mettre un cadre participatif, non pas seulement pour écouter les gens, mais aussi faire participer les gens au suivi, faire participer les gens à l'évaluation et écouter les remarques aussi en cours de route. Et ça, c'est un élément de changement de gouvernance. C'est pour cela que ce qui s'est passé les 5 dernières années, et même les 5 d'avant, c'est que dès que les cours du pétrole remontaient, on oubliait les engagements. Donc il faudrait qu'on arrête ça. Et pour qu'on arrête ça, justement, le gouvernement ne doit être à aucun moment en situation ou en mesure de faire cavalier seul. Donc c'est une nouvelle gouvernance. Et dans le deal, si vous voulez, qu'il doit y avoir avec les acteurs économiques, il faut qu'on mette effectivement des règles d'écoute, mais des règles participatives de contrôle, de suivi, de rendre des comptes et d'évaluer derrière la performance. De nouvelles règles, en fait, pour impliquer les différents acteurs parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des grandes cérémonies au Club des Pins pour écouter soi-disant les gens. Après, au revoir et merci, et il ne se passera rien derrière. Abdelmajid Mesroudi. Alors, ce qui a été présenté a été un peu le résultat des travaux menés à l'intérieur des ministères. Il y a un certain nombre de ministères qui ont préparé leur feuille de route au niveau... là où il y avait en particulier l'industrie, l'énergie, l'industrie pharmaceutique, etc. Moi, il faut insister sur le fait que ça ne doit pas s'arrêter au niveau des ministères. Chaque ministère doit descendre au niveau des opérateurs et consulter les opérationnels, pas simplement leurs représentants, mais les opérationnels. C'est-à-dire qu'à la limite, oui, il faut passer par les représentants, mais il faut qu'il y ait un travail
menée au sein des professionnels par filière en articulant, en cherchant des engagements mutuels. C'est-à-dire que c'est pas simplement approuver ou pas approuver, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait implication ensuite des entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles sont leurs... Qu'elles se sentent concernées aussi. Qu'elles se sentent concernées, qu'elles s'impliquent et qu'elles prennent des engagements, qu'il y ait des contractualisations avec les opérateurs sur ce qu'ils ont à faire et sur ce que l'État peut apporter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il ne faut plus travailler ministères séparément les uns des autres. Aujourd'hui, évidemment, il y a le cadre du Conseil du gouvernement, mais ce type de travail doit pouvoir se faire de façon transversale et permanente. Ailleurs, il y a des instances de coordination permanente. En particulier, on peut imaginer... Style CNES, par exemple. Mais on peut imaginer simplement des secrétariats généraux du gouvernement en charge de l'économie. Oui. On peut imaginer toutes sortes de moyens, mais il faut une autorité, pas simplement de la concertation, mais il faut une autorité qui donne de l'argent. Qui puisse en fait faire le lien entre les différents acteurs. Parce qu'après, il faut construire un projet articulé, global, qui soit convaincant et qui puisse mobiliser des capitaux, à la fois nationaux et extérieurs. Et la dernière chose, c'est l'application. Une fois que la décision a été prise, il faut suivre la mise en œuvre. Et donc là, il faut des unités opérationnelles indépendantes. On les appelle, ça a été expérimenté en Angleterre, on les appelle des delivery units, des jeunes encadrés par des gens, des seniors, qui sont capables de faire de la transparence et de faire remonter l'information exacte de ce qui se passe, où c'est qu'on en est, etc., de manière à ce que les politiques puissent intervenir. Et on arrive au terme de ce débat. Merci. Je pense qu'on aurait pu continuer. Il y a tellement de choses à faire et à dire aussi au sujet de ce plan. On y reviendra certainement avec vous peut-être et d'autres invités. Donc je rappelle que pour ce débat qui portait sur comment relancer l'économie en ces temps de Covid, j'avais avec moi M. Al-Majid Bensaoudi, spécialiste expert en diversification économique, M. Ali Harbi, spécialiste en gouvernance, et M. Bachir Tajdine, président du GAN. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Revoyez l'émission en replay sur la chaîne YouTube et aussi, comme d'habitude, sur la page Facebook de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. On se retrouve mercredi prochain. Portez-vous bien.